Lorsque Adolf Hitler sortit de la prison de Landsberg en décembre 1924, l'Allemagne était une nation humiliée, économiquement asphyxiée et moralement brisée. La République de Weimar ne maintenait sa légitimité qu'à grand-peine entre les soulèvements communistes, les crises inflationnistes et un ressentiment national qui brûlait en silence. Des millions d'Allemands survivaient dans la pauvreté et l'incertitude, convaincus que le traité de Versailles avait fait de leur pays un paria international. Dans ce chaos, il n'émergea pas simplement un politicien, mais une figure que beaucoup commencèrent à percevoir comme un rédempteur. Hitler ne se présenta pas aux Allemands comme un homme ordinaire, mais comme le porteur d'un destin historique. Les masses ne le regardaient pas avec distance, mais avec ferveur, presque avec dévotion religieuse. Sa parole devint promesse, son image symbole, sa voix certitude. Le Parti national-socialiste, qui n'était autrefois qu'un mouvement marginal, se transforma en une machine irrésistible de propagande, de mobilisation et de foi collective. Contrairement aux autres partis, il ne faisait pas appel à la raison économique, mais à l'émotion refoulée du peuple. Hitler promettait non seulement l'emploi ou la stabilité, mais aussi la restauration de la dignité allemande. Pour un peuple humilié, frappé par le chômage massif et l'effondrement du mark, entendre dire que l'Allemagne redeviendrait grande n'était pas une proposition politique, c'était un salut spirituel. Les rassemblements nazis n'étaient pas organisés comme des meetings électoraux, mais comme des cérémonies. Les drapeaux rouges flottaient tels des étendards sacrés, les torches illuminaient la nuit et les discours résonnaient comme des sermons. À Nuremberg, l'apparition de Hitler devant la foule produisait un effet collectif. Hommes et femmes pleuraient, levaient les bras, juraient fidélité éternelle à une figure qu'ils ne voyèrent plus comme un dirigeant temporel, mais comme un envoyé historique. Les défaites du passé se transformaient, par la rhétorique du Führer, en une injustice cosmique à réparer. La chute de l'Empire allemand, la perte des territoires, le paiement des réparations de guerre, les sanctions internationales furent intégrées dans un récit épique où l'Allemagne n'était pas coupable, mais victime. Hitler offrait une narration où le peuple allemand n'était pas responsable de ses malheurs, mais victime de conspirations extérieures et de trahisons intérieures. Dans ce récit, chaque Allemand se voyait comme membre d'une communauté outragée, appelée à se relever et à lutter pour sa rédemption. La politique devint mythe. À travers la radio, le cinéma et la presse contrôlée, la figure d'Hitler se multiplia jusqu'à être présente dans chaque foyer. Il n'était pas seulement un dirigeant visible. Il était une présence constante, un visage accroché dans les bureaux publics, les écoles, les usines et les salons familiaux. Son image présidait les cérémonies scolaires et les enfants apprenaient à prononcer son nom avec révérence. Pour de nombreux Allemands, surtout les jeunes qui grandissaient sous le régime, Hitler n'était pas un dirigeant élu, mais le symbole vivant de la nation. Les foules ne le suivirent pas par obligation, mais par conviction. La Grande Dépression de 1929 agit comme catalyseur. Tandis que des millions perdaient leur emploi et que les banques fermaient, Hitler parcourait le pays en promettant l'ordre. Alors que d'autres proposaient des programmes économiques, lui offraient un destin. Lorsqu'il fut nommé chancelier le 30 janvier 1933, ce ne fut pas comme un politicien de plus accédant au pouvoir, mais comme le conducteur d'un peuple en quête de son identité perdue. Les torches illuminant la porte de Brandebourg cette nuit-là ne célébraient pas un simple changement de gouvernement, mais le début d'une ère que beaucoup d'Allemands crurent providentielle. Sous l'apparence de la légalité, la transformation de l'État commença. L'incendie du Reichstag, attribué à des conspirateurs communistes, fournit le prétexte parfait pour suspendre les libertés constitutionnelles et accorder à Hitler des pouvoirs extraordinaires. La population, loin de résister, applaudit ces mesures. Elles ne furent pas perçues comme une perte de liberté, mais comme une purification nécessaire pour éliminer les ennemis de la nation. La promesse d'unité et de pureté raciale commença à pénétrer l'esprit collectif, non comme une imposition, mais comme une aspiration morale. Des millions d'Allemands, convaincus de participer à une renaissance historique, remirent volontairement leur liberté en échange de l'appartenance à quelque chose qu'ils croyaient éternel. La propagande nazie ne se contenta pas de manipuler l'information. Elle construisit une vision du monde. Chaque film, chaque affiche, chaque discours définissait l'allemand comme une partie d'un corps national mystique. La Volksgemeinschaft, la communauté du peuple,
promettait de dépasser les divisions de classe, de religion ou de région dans un seul organisme racial. Ce n'était pas seulement une idéologie politique, mais un sentiment d'appartenance collective. L'ouvrier, le paysan, le professeur, le prêtre, le soldat, tous partagèrent la conviction que leur vie était subordonnée à un destin supérieur, la grandeur du Reich. Dans cette nouvelle réalité, Hitler n'était pas l'administrateur de l'État, mais le guide spirituel d'un peuple en marche. Sa parole avait force de loi. Sa volonté était interprétée comme l'expression de l'essence allemande. Les Allemands n'obéissaient pas à des ordres. Ils obéissaient à leur conscience nationale incarnée en un seul homme. Des millions commencèrent à croire que désobéir au Führer revenait à trahir la patrie et que le servir, c'était servir l'Allemagne elle-même. La transformation idéologique fut totale. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler les médias, mais de modeler les esprits. Le régime comprit que la véritable domination ne s'obtient pas par les baïonnettes ni par les prisons, mais par la conviction intérieure. Ainsi, tandis que les SA défilaient dans les rues et que la Gestapo veillait dans l'ombre, des millions de citoyens se sentaient fiers d'appartenir à quelque chose qui transcendait leur propre existence. Chaque sacrifice paraissait justifié, chaque loi antisémite nécessaire, chaque expansion territoriale était célébrée comme un droit historique. Au milieu des années 30, lorsque l'Allemagne commença à redresser son économie, à réduire le chômage et à défier ouvertement les restrictions du traité de Versailles, la ferveur se transforma en euphorie nationale. La remilitarisation de la Rhénanie en 1936 fut perçue par les Allemands non pas simplement comme un acte stratégique, mais comme un acte de justice. Les foules écoutaient la voix d'Hitler diffusée par des haut-parleurs publics et beaucoup pleuraient de joie, convaincus d'être témoins de la renaissance de leur nation. Les plébiscites qui légitimaient les décisions du Führer n'étaient pas des mascarades pour les électeurs, c'étaient des actes de foi. Le national-socialisme devint la religion du XXe siècle pour des millions d'Allemands. Hitler ne promettait pas seulement la prospérité, mais la transcendance historique. Il n'offrait pas des politiques, mais un destin. Il ne demandait pas des votes, mais une loyauté absolue. Pour beaucoup d'Allemands, l'arrivée d'Hitler au pouvoir ne fut ni un coup d'État ni un accident politique, mais l'accomplissement de quelque chose de longtemps attendu. Et à ce moment-là, à cet instant où les lumières du stade de Nuremberg s'allumaient et où le Führer apparaissait devant les masses, des millions de citoyens allemands crurent sincèrement que leur histoire venait de recommencer. La machine de propagande du Troisième Reich. Lorsque Joseph Goebbels a pris la direction du ministère de la Propagande et de l'Éducation populaire en 1933, l'Allemagne a cessé d'être une nation informée pour devenir une nation façonnée. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler les médias, mais de transformer la perception de la réalité. Goebbels ne considérait pas la propagande comme un simple outil politique, mais comme une arme totale destinée à pénétrer chaque recoin de la vie allemande. Pour lui, le cinéma, la radio, les journaux, les livres pour enfants et même les conversations quotidiennes devaient agir comme des extensions d'une seule voix, celle du Führer. En moins d'un an, la pluralité de l'information fut éliminée. Les maisons d'édition indépendantes disparurent, les journaux furent rachetés ou fermés et les journalistes durent prêter serment de loyauté au régime. La vérité cessa d'être un fait pour devenir un design. La radio fut un instrument central. Goebbels comprit qu'il ne suffisait pas de diffuser des discours, il fallait amener la voix d'Hitler dans chaque foyer. Pour cela, il promut la production massive du Volksempfänger, un poste de radio bon marché subventionné par l'État. Des millions de familles en possédèrent un, en faisant un objet commun dans le salon allemand. Les radios ne pouvaient pas capter facilement les stations étrangères. Elles étaient conçues pour écouter principalement les émissions officielles. Lorsque Hitler parlait, les rues se vidaient. Les usines arrêtèrent leurs machines, les écoles interrompaient les cours. Les passants se rassemblaient autour des haut-parleurs publics. À cet instant, il n'existait pas d'individus isolés. Tous formaient un seul auditoire sous une seule voix. Le cinéma fut l'outil émotionnel le plus puissant. Goebbels contrôlait les studios UFA et transforma la production cinématographique en un appareil d'ingénierie psychologique. Des films comme Le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl n'étaient pas de simples documentaires, mais des spectacles soigneusement conçus pour glorifier Hitler comme centre de l'univers allemand. Les plans aériens, les défilés millimétriquement chorégraphiés, des centaines de drapeaux flottants,
Des milliers de bras levés à l'unisson, tout visait à construire un sentiment collectif d'appartenance mystique. Le spectateur n'était pas invité à réfléchir, mais à absorber. Chaque scène était chargée de symboles évoquant le pouvoir, l'ordre, le destin historique. Le Führer n'était pas présenté comme un politicien, mais comme l'incarnation de l'âme allemande. La presse écrite a été purgée dès le début. Les journaux juifs ont été fermés. Les éditeurs non affiliés au parti ont été arrêtés ou contraints de démissionner. Les informations internationales étaient filtrées par l'État, non pas dans l'intention d'informer, mais de créer des ennemis et des héros. Lorsque l'Allemagne a remilitarisé la Rhénanie, les journaux n'ont pas titré sur un acte illégal selon les traités internationaux, mais sur le courage allemand pour récupérer son honneur. Chaque mot était chargé d'intention. Goebbels ne cherchait pas à convaincre par la raison, mais par l'émotion. Il savait que le lecteur ne devait pas analyser, mais ressentir de la fierté, de l'indignation, de l'espoir ou de la peur. L'objectivité a été remplacée par le récit épique de la rédemption nationale. Le système éducatif a été réorganisé pour que la propagande ne se limite pas au présent, mais façonne l'avenir. Les enseignants ont été obligés de rejoindre la Ligue nationale socialiste des enseignants. Les manuels scolaires ont été réécrits pour glorifier le passé germanique, diaboliser l'ennemi et présenter Hitler comme l'accomplissement du destin allemand. Les enfants apprenaient l'histoire non comme une séquence d'événements, mais comme une préparation spirituelle au combat. La biologie devenait une pseudo-science raciale. La géographie se transformait en propagande expansionniste. Dans les classes, on n'enseignait pas à penser, mais à obéir. Dès le plus jeune âge, l'enfant allemand était éduqué pour appartenir avant d'exister. La propagande ne se limitait pas aux médias traditionnels. Elle pénétrait dans la vie quotidienne. Dans les trains, des affiches annonçaient « Il est coupable, le juif ». Dans les cinémas, avant chaque film, des actualités montraient Hitler saluant les foules en omettant les camps de concentration. Dans les magasins, les vitrines exhibaient des slogans antisémites. Lors des célébrations religieuses, les pasteurs alignés sur le régime prêchaient que Hitler avait été envoyé par la Providence. Les rituels politiques étaient transformés en festivités nationales. L'anniversaire de Hitler était célébré comme le jour de la Renaissance allemande. Les cérémonies d'initiation de la jeunesse hitlérienne reproduisaient des liturgies païennes et chrétiennes, fusionnant le sacré et le politique en un seul acte de foi. Par le cinéma et la radio, Goebbels n'exaltait pas seulement le Führer, mais créait l'ennemi absolu. Les projections de Le Juif éternel représentaient les Juifs comme des parasites, comme une menace biologique. Les mots « usure »,« dégénérescence » et « conspiration » étaient répétés sans cesse jusqu'à s'ancrer dans l'esprit de la population. Il ne s'agissait pas d'une opinion, c'était une vérité révélée. L'ennemi cessait d'être un individu pour devenir une entité abstraite, omniprésente, responsable de tous les maux. Ainsi, toute action du régime contre cet ennemi était perçue comme juste. Les grandes concentrations publiques étaient conçues pour provoquer une expérience sensorielle totale. On n'écoutait pas seulement Hitler, on le vivait. Les torches brûlaient comme des symboles éternels. Les étendards rouges avec la swastika pendaient sur des bâtiments colossaux. L'architecture monumentale conçue par Albert Speer servait de décor symbolique à la Renaissance allemande. Chaque pierre, chaque colonne, chaque lumière était pensée pour transmettre l'impression que l'Allemagne n'était pas un pays, mais une mission. La masse, rassemblée en parfaite synchronisation, se fondait en une seule volonté. Lorsque Hitler apparaissait, le silence devenait absolu avant d'exploser en un rugissement unanime. À cet instant, l'individu cessait d'exister. Il ne restait que le peuple et son Führer. La propagande a également pénétré dans la sphère privée. Les lettres des soldats étaient examinées pour s'assurer qu'il n'y avait aucun mécontentement. Les stations de radio diffusaient des histoires de mères fières envoyant leurs enfants au front, comme si elles offraient un sacrifice sacré. Les radios jouaient des chansons patriotiques exaltant la mort héroïque. Goebbels comprenait que le contrôle total nécessitait non seulement de diriger ce que les Allemands entendaient, mais aussi ce qu'ils pensaient dans l'intimité de leur foyer. Même les blagues contre le régime pouvaient être punies comme trahison. La propagande ne se basait pas uniquement sur la répétition de messages favorables, mais sur le silence de tout doute. Au fur et à mesure que les années 30 avançaient, la machine de propagande atteignit son objectif,
non seulement convaincre, mais remplacer la réalité. Lorsque Hitler annonça l'annexion de l'Autriche en 1938, des millions d'Allemands le célébrèrent, comme s'ils avaient retrouvé une partie de leur propre corps. Les rues se remplirent de fleurs, les balcons se couvrirent de drapeaux, et la radio retransmit l'événement comme s'il s'agissait du couronnement d'un empereur. Le peuple ne voyait pas d'invasion, mais une unification. Il ne voyait pas d'agression, mais une justice historique. La propagande avait fait en sorte que la volonté d'Hitler soit perçue comme leur propre volonté. À ce moment-là, Goebbels avait accompli ce qu'aucun ministre de l'information dans l'histoire moderne n'avait réalisé: transformer tout un pays en une scène idéologique, où chaque mot, chaque image et chaque silence répondaient à un but unique. Il ne s'agissait pas de cacher la vérité, mais de la remplacer complètement. Pour des millions d'Allemands, la propagande n'était pas perçue comme une manipulation, mais comme une révélation. Hitler ne parlait pas pour convaincre, mais pour confirmer ce que le peuple ressentait déjà, qu'ils étaient spéciaux, élus, et que leur destin était écrit dans l'histoire du monde. La foi en le Führer. Pour des millions d'Allemands, Adolf Hitler n'était pas simplement un homme politique, ni même un leader national. Il était l'incarnation d'un destin collectif. On ne l'admirait pas comme un homme de gouvernement, mais comme une figure providentielle. Pour comprendre comment un peuple cultivé, avec des philosophes, compositeurs et scientifiques de renommée mondiale, a placé sa volonté entre les mains d'un seul individu, il faut comprendre que le phénomène du Führer ne s'est pas construit uniquement avec des discours, mais avec un profond besoin émotionnel d'appartenir à quelque chose de supérieur. L'Allemagne, après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, se percevait comme une nation blessée, trahie et humiliée. Hitler est apparu non pas comme un dirigeant offrant des solutions temporaires, mais comme un messie promettant une rédemption historique. Dès ses premiers discours, Hitler ne parlait pas de lui-même comme d'un individu, mais comme la voix du peuple allemand. Il répétait constamment qu'il n'avait pas d'ambition personnelle, que sa vie n'avait pas de valeur si ce n'était au service de la nation. Ce renoncement apparent à l'individuel lui conférait une aura de sacrifice. Les gens ne voyaient pas l'ambition, ils voyaient le dévouement. Pour beaucoup, Hitler n'était pas un dirigeant exigeant l'obéissance. Il était un instrument du destin réclamant loyauté. Ainsi naquit le concept du Führerprinzip, le principe du leadership absolu, où le leader incarnait la volonté du peuple et était donc infaillible. Dans ce cadre, remettre en question Hitler n'était pas une critique politique, mais trahir l'essence même de l'Allemagne. La propagande construisait soigneusement son image d'homme simple, austère, dédié exclusivement au bien-être du peuple. Les journaux rapportaient qu'il n'avait pas de vices, ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool et menait une vie disciplinée. Son végétarisme était souligné pour des raisons morales, comme si sa pureté personnelle reflétait la pureté du destin qu'il incarnait. Hitler n'était jamais montré comme faisant partie des élites traditionnelles, mais comme un homme du peuple surgissant de l'adversité. Ce récit résonnait profondément avec la classe ouvrière et les paysans, qui commençaient à sentir qu'il représentait leurs rêves. Lorsqu'il circulait en voiture décapotable et saluait la foule, on ne voyait pas un dirigeant protégé. On voyait quelqu'un qui faisait confiance à son propre peuple. Hitler donnait aux Allemands une identité émotionnelle, être choisi pour une mission historique. Ses discours n'appelaient pas à la raison, mais à la fierté. À chaque problème national, il offrait une promesse de grandeur. À chaque affront étranger, il répondait par le défi. Sa rhétorique transformait le ressentiment en force spirituelle. Il ne parlait pas des Allemands comme des victimes, mais comme des porteurs d'un destin. Cela créa un phénomène psychologique. Chaque succès du régime était interprété non comme le résultat de décisions politiques, mais comme une preuve tangible que Hitler avait été envoyé par la Providence. Les grands actes du parti étaient des rituels soigneusement orchestrés pour intensifier cette foi. À Nuremberg, Hitler descendait monumental les escaliers, flanqué de bannières et de torches, tandis que la foule l'observait en silence respectueux avant d'éclater en acclamations unanimes. Ces événements n'étaient pas conçus pour informer, mais pour provoquer une expérience émotionnelle collective. Beaucoup d'assistants décrivaient avoir pleuré en le voyant, convaincus de vivre la renaissance de leur nation. Les images de milliers de bras levés simultanément ne reflétaient pas l'oppression, mais la dévotion. La masse ne sentait pas qu'elle obéissait à Hitler, mais qu'elle se fondait avec lui.
La consolidation de ce lien a été renforcée par des gestes symboliques quotidiens. On photographiait Hitler en train de caresser des enfants, de visiter des usines, de saluer des soldats blessés. La propagande le représentait comme un père protecteur, comme un guide moral. Dans les foyers allemands, son portrait était placé à des endroits d'honneur, parfois aux côtés de symboles religieux. Beaucoup d'Allemands priaient pour lui. Les sermons des pasteurs protestants et des prêtres catholiques, alignés avec le régime, proclamaient que Hitler avait été envoyé par Dieu pour restaurer la grandeur allemande. On parlait de miracle politique et de résurrection nationale. Dans ce contexte spiritualisé, la politique a cessé d'être un exercice rationnel et est devenue un acte de foi. Même l'architecture du régime contribuait à ce phénomène. Les bâtiments conçus par Albert Speer étaient destinés à transmettre un pouvoir éternel. L'échelle monumentale, les colonnes gigantesques, les espaces ouverts pour les foules n'étaient pas de simples caprices esthétiques. Ils étaient conçus pour faire sentir à chaque individu qu'il faisait partie de quelque chose d'immense. Lorsque Hitler parcourait ces espaces, sa figure s'agrandissait symboliquement. Il ne marchait pas parmi des structures humaines, mais parmi des temples du nouvel ordre. Chaque pierre parlait de permanence, de transcendance. Sa seule présence dans ces lieux évoquait l'idée qu'il était l'architecte d'une nouvelle civilisation. Les enquêtes et témoignages de l'époque reflètent un phénomène extraordinaire. Des millions d'Allemands affirmaient sentir que Hitler les comprenait personnellement. Peu importait qu'il ne l'ait jamais vu en personne. Sa voix, diffusée à la radio, entrait dans leur foyer. Son image, projetée dans les cinémas, devenait familière. Quand il parlait, il semblait s'adresser directement à chaque citoyen. Il disait « vous » et « nous », comme s'il partageait leurs douleurs et leurs aspirations. Cet effet psychologique, multiplié par la propagande, a généré un lien émotionnel direct avec le Führer, un lien qui remplaçait la confiance dans l'État par la foi en une seule personne. Le serment militaire fut l'un des mécanismes les plus puissants de ce culte. À partir de 1934, les soldats allemands ne jurèrent pas fidélité à la Constitution ni à la patrie, mais directement à Adolf Hitler. C'était un serment personnel, prononcé à genoux, la main sur le drapeau. Il ne s'agissait pas d'obéir aux ordres militaires, mais de servir le Führer de leur vie. Cette transformation légale fit de la foi en Hitler un devoir moral. Des millions de soldats croyaient sincèrement que mourir pour lui, c'était mourir pour l'Allemagne. Le culte de sa figure pénétra même dans la vie privée. Les chansons populaires mentionnaient son nom comme symbole d'espoir. Les mères enseignaient à leurs enfants à prononcer « Führer » avant beaucoup d'autres mots. À l'école, les enfants ne se levaient pas pour saluer le maître, mais pour jurer fidélité à Hitler. Lors des célébrations du parti, le silence avant son apparition était perçu comme un moment sacré. Le temps quotidien se divisait entre avant et après son arrivée au pouvoir. Hitler comprenait ce phénomène mieux que quiconque. Dans ses discours, il parlait de son appel, de sa mission. Il ne disait jamais qu'il avait décidé de gouverner. Il disait que le destin l'avait choisi. Ainsi, il ne présentait pas ses actes comme des décisions humaines, mais comme des inévitabilités historiques, un destin manifeste préfixé par l'épopée du progrès humain. Les Allemands, en l'acceptant, ne se sentaient pas suiveurs d'un homme, mais participants d'une ère historique unique. Ils étaient convaincus que le monde était entré dans un nouveau temps et que Hitler en était l'axe. Lorsque la guerre commença, cette foi atteignit son intensité maximale. Les victoires rapides sur la Pologne, la France, la Belgique, la Norvège et les Pays-Bas furent célébrées non seulement comme des triomphes militaires, mais comme des confirmations spirituelles. Les foules sortaient dans les rues, non pour célébrer l'armée, mais le Führer. Lorsque Hitler apparaissait sur les balcons, les gens pleuraient d'émotion. Ils croyaient assister à l'accomplissement du destin allemand, qui avait été nié pendant des siècles. L'illusion d'unité et de pureté, le concept de Volksgemeinschaft. Pour le régime national-socialiste, l'Allemagne n'était pas seulement une nation. C'était un corps vivant, organique, composé de millions de cellules humaines unies par le même sang et le même destin. Cette idée a été synthétisée dans un terme qui a transcendé la politique pour devenir une identité émotionnelle. Volksgemeinschaft, la communauté du peuple. Il ne s'agissait pas d'un concept administratif, mais d'une révélation spirituelle qui promettait de transcender les divisions de classe, de religion ou de région en une unique communauté raciale.
Dans cet idéal, chaque Allemand faisait partie d'un tout supérieur, d'une mission historique. La propagande n'a pas seulement diffusé ce concept, elle l'a transformé en un sentiment quotidien qui pénétrait les usines, les écoles, les foyers et les champs cultivés. Dans les journaux, des récits étaient publiés pour émouvoir le peuple, comme celui-ci. Dans un village agricole de Bavière, un paysan au nom fictif de Franz Müller assistait aux réunions locales du parti non par obligation, mais par conviction. Avant le régime, il se sentait abandonné par la République de Weimar, victime d'impôts injustes et d'un marché instable. Désormais, l'État lui versait des subventions, achetait ses récoltes et lui disait qu'il était le cœur de l'Allemagne. Lorsqu'il levait les yeux et voyait les étendards rouges flotter devant la mairie, il ne voyait pas des symboles politiques. Il voyait la preuve que lui, un homme ordinaire, faisait partie d'une communauté choisie. La Volksgemeinschaft transformait la vie rurale en acte patriotique. Et la propagande avait véritablement un effet sur toute la nation, en particulier sur ceux qui étaient économiquement à la peine et désabusés par le passé. Dans les villes industrielles, l'ouvrier se sentait tout autant transformé. Pendant des décennies, la lutte des classes avait divisé l'Allemagne entre socialistes, conservateurs, libéraux et communistes. Le régime a promis de supprimer ces barrières. Aux travailleurs ont été proposés des programmes sociaux, des congés payés, des activités sportives et l'accès à des concerts et théâtres via l'organisation Kraft durch Freude, force par la joie. Soudain, l'ouvrier qui voyait auparavant l'État comme une entité lointaine le percevait comme un compagnon. Il ne luttait pas pour améliorer son salaire, il luttait pour renforcer la communauté. En recevant une voiture Volkswagen subventionnée ou en participant à une croisière sur la Baltique, il ne ressentait pas seulement un bien-être matériel, il ressentait la dignité nationale. L'illusion d'unité se vivait aussi dans les foyers. Les ménagères allemandes recevaient des médailles pour avoir de nombreux enfants, comme si chaque naissance était un acte sacré pour le peuple. Le Mutterkreuz, croix de la mère allemande, était remis lors de cérémonies solennelles, proclamant que donner la vie à des enfants ariens était un service transcendant. Dans les villes et villages, les mères défilaient avec leur distinction, fiers d'être reconnus, non pas comme des individus, mais comme des piliers de la nation. Le foyer n'était plus un espace privé, c'était un sanctuaire pour l'avenir du Reich. Dans les écoles, les enseignants instruisaient les enfants non pas comme des élèves, mais comme de futurs gardiens de la communauté. L'histoire enseignait que les anciens Germains étaient un peuple guerrier destiné à régner. La biologie se transformait en doctrine raciale. L'enfant entendait que son sang le reliait à une lignée qu'il devait préserver pure. Les mathématiques comprenaient des problèmes calculant le coût de maintien des personnes non productives, insinuant que la communauté devait se libérer des éléments faibles. En classe, on ne formait pas des citoyens, mais des cellules d'un organisme collectif. Pour la jeunesse, la Volksgemeinschaft fut une expérience d'enthousiasme émotionnel. Dans la jeunesse hitlérienne, un garçon quelconque apprenait que la camaraderie n'était pas l'amitié, mais la fraternité raciale. Lors des camps d'été, entourés de feux de camp et de drapeaux, il jurait de servir le peuple de son corps et de son âme. Quand il chantait les chants du Reich, à l'aube, le bras levé, il sentait que sa vie individuelle se dissolvait dans la force de millions. Il faisait partie de quelque chose d'éternel. La jeunesse cessa d'imaginer son avenir comme un parcours personnel. Son destin était le destin du peuple. Le concept d'unité transforma également les relations sociales. Les traditions religieuses, les différences de dialectes régionaux ou les rivalités historiques entre États étaient subordonnées à l'idéal de la communauté raciale. Un protestant de Prusse et un catholique de Bavière ne se voyèrent plus comme des membres d'identités séparées, mais comme des frères sous le même destin. Le salut Heil Hitler remplaça les salutations traditionnelles, non seulement comme geste de loyauté, mais comme symbole que la personne saluée faisait partie de la même entité spirituelle. La Volksgemeinschaft promettait d'abolir l'égoïsme individuel. La propriété privée existait toujours, mais elle était moralement subordonnée au bien du peuple. Les décisions personnelles, comme le mariage ou la profession, étaient considérées comme des contributions au destin collectif. Le régime exaltait l'idée de sacrifice. Un entrepreneur qui renonçait à ses profits au profit de la production militaire était célébré comme un héros, tout comme un soldat. Un agriculteur qui livrait sa récolte à l'État ne payait pas d'impôts, il nourrissait le sang du Reich.
Cet idéal de pureté n'était pas symbolique. Il avait des conséquences légales et biologiques. La communauté du peuple se définissait par le sang, non par la citoyenneté. Les Juifs, les personnes handicapées, les Tziganes et d'autres groupes furent systématiquement exclus. Ils n'étaient pas expulsés immédiatement du pays, mais d'abord de la communauté émotionnelle. Les panneaux « Entrée interdite aux Juifs » n'étaient pas présentés comme des interdictions, mais comme des mesures d'hygiène nationale. Dans l'esprit de nombreux citoyens, l'exclusion n'était pas perçue comme une injustice, mais comme une purification. On leur faisait croire que la communauté devait être pure pour rester forte. Un des aspects les plus puissants de la Volksgemeinschaft était sa capacité à transformer la peur en cohésion. Pendant les années du régime, la Gestapo surveillait, mais beaucoup d'Allemands ne percevaient pas cette surveillance comme une oppression, mais comme une protection du corps national. Le voisin dénonçait le voisin non par haine personnelle, mais en croyant qu'il éliminait une infection de l'organisme. Le contrôle social était intense, mais n'était pas perçu comme une surveillance de l'État, mais comme un acte de fidélité envers le peuple. L'illusion d'unité offrait également des avantages matériels. Les Allemands ont connu une amélioration de l'économie, ont vu des routes construites, ont récupéré des emplois et ont observé comment leur pays retrouvait un prestige international. Le récit du régime liait ses succès directement à la force de la communauté raciale. « Nous sommes forts parce que nous sommes un », se répétait dans les discours, chansons et cérémonies. Ainsi, la prospérité n'était pas attribuée au travail individuel ou aux mesures économiques, mais à la pureté du corps national. Mais la Volksgemeinschaft n'était pas seulement un idéal politique, c'était un sentiment vécu. Lorsque les Jeux olympiques furent inaugurés à Berlin en 1936, les rues se remplirent de drapeaux. Les citoyens ne se sentaient pas spectateurs d'un événement sportif, mais témoins du retour de l'Allemagne sur la scène mondiale. Chaque athlète vainqueur n'était pas vu comme un individu, mais comme un symbole de la race. Le peuple se voyait reflété dans chaque victoire. L'émotion collective n'était pas une euphorie nationaliste, c'était une transe identitaire. Dans les dernières années des années 1930, des millions d'Allemands étaient convaincus de vivre dans une communauté parfaite. Ils ne voyaient pas de division sociale, ne ressentirent pas de conflits internes. Ils croyaient s'être libérés du chaos démocratique et de la lutte des classes. La pauvreté diminuait, les routes s'étendaient, les discours parlaient de gloire. La réalité était façonnée pour confirmer le mythe. Le peuple allemand n'était plus un ensemble de citoyens. Il était un seul corps, une seule volonté, un seul sang, marchant vers un destin dont personne ne voulait se sentir exclu. La vision de l'ennemi. Pour que des millions d'Allemands deviennent non seulement témoins, mais aussi participants passifs ou même actifs du projet le plus destructeur du IIe siècle, il a fallu façonner leur perception de l'ennemi au point de lui enlever toute humanité. Le régime nazi ne se contentait pas de désigner des adversaires politiques. Il construisait une vision du monde dans laquelle l'ennemi était un être contre nature, une force obscure, un danger existentiel menaçant la survie du peuple allemand. Goebbels comprit que s'il réussissait à transformer le combat idéologique en bataille morale absolue, le peuple n'accepterait pas seulement la violence, mais la considérerait comme nécessaire pour protéger sa propre existence. Dès le départ, le régime établit une hiérarchie de l'ennemi. Au sommet se trouvaient les Juifs, dépeints non comme des individus, mais comme une race parasite opérant dans l'ombre pour corrompre les nations. Cette représentation ne surgit pas de nulle part. Elle se nourrissait de préjugés anciens, renforcés par des caricatures, des pamphlets, des manuels scolaires et des films présentant les Juifs comme physiquement déformés, moralement dégénérés et biologiquement dangereux. Dans les journaux de l'époque, un commerçant de Hambourg notait que ses voisins avaient commencé à parler des Juifs, non comme des personnes avec un nom, mais comme de « eux », une entité abstraite dont il fallait se protéger. Le langage changea avant la politique. On ne parlait plus de « citoyens juifs », mais de « la menace juive ». À l'école, les enseignants utilisaient des cartes pour montrer comment, selon la propagande, les Juifs contrôlèrent le monde financier. Des enfants de 10 ans apprenaient que l'Allemagne avait été trahie de l'intérieur pendant la Première Guerre mondiale par des éléments juifs et marxistes qui auraient saboté le front de l'intérieur. Les cours de biologie incluaient des exercices comparant la prétendue pureté aryenne à la dégénérescence juive.
L'enfant allemand ne recevait pas de simples informations, mais un cadre moral. Le juif n'était pas simplement différent, il était dangereux. Ce même mécanisme fut appliqué à d'autres groupes. Les communistes étaient présentés comme des agents du chaos mondial, dont le but était de détruire la civilisation occidentale. Les Britanniques étaient représentés comme des hypocrites parlant de liberté tout en exploitant des colonies entières. Les Soviétiques étaient montrés comme des hordes barbares, inhumaines, prêtes à envahir l'Europe. Cependant, tous ces ennemis étaient présentés comme des instruments d'un plan plus vaste, orchestré par la conspiration juive internationale. Ainsi, la propagande établissait un récit simple et totalisant. L'Allemagne ne se battait pas pour le territoire ou le pouvoir, mais pour sa propre survie morale et biologique. Dans les cinémas, des films comme « Le Juif éternel » montraient des scènes de marché bondées où les acteurs juifs étaient représentés comme sales et avides, tandis que des images de rats courant dans les ordures étaient superposées pour créer une association subconsciente. Dans les actualités hebdomadaires, le visage du juif était le visage du danger. Les familles assistant à ces projections ne voyaient pas de la fiction, elles voyaient la vérité officielle. Lorsqu'elles quittaient le cinéma et rentrèrent chez elles, elles ne croisaient plus un voisin juif, mais l'incarnation de l'ennemi. À la radio, Goebbels prononçait des discours présentant chaque événement international comme une agression contre l'Allemagne. Si un pays critiquait le régime nazi, les présentateurs expliquaient que c'était parce que l'Allemagne dévoilait le pouvoir caché des Juifs à l'étranger. L'opinion publique internationale n'était pas considérée comme de la politique, mais comme une conspiration. Chaque critique était interprétée comme la confirmation que l'ennemi craignait le renouveau de l'Allemagne. Dans les boulangeries, sur les marchés, dans les wagons de tramway, les conversations quotidiennes commencèrent à se remplir de phrases qui ne naissaient pas de l'expérience personnelle, mais du discours officiel. Pendant les pogroms de 1938, connus sous le nom de Nuit de cristal, de nombreux citoyens ne participèrent pas à la violence, mais n'intervinrent pas non plus. Les vitrines brisées, les synagogues incendiées et les commerces pillés ne suscitaient pas la compassion, mais un étrange sentiment de justice rétabli. Les foules observaient en silence, convaincues que la communauté était purifiée d'une menace latente. L'ennemi n'était pas seulement le juif visible, mais aussi l'infiltré, le saboteur, celui qui faisait semblant d'être allemand tout en détruisant de l'intérieur. Cette idée engendra une atmosphère de surveillance sociale permanente. Dans une petite ville de Rhénanie, une enseignante dénonça un de ses collègues pour des commentaires ironiques sur Hitler. Elle n'agissait pas par haine personnelle, mais par conviction. Elle croyait défendre la communauté du danger du doute. L'ennemi n'était plus quelqu'un au front, mais quelqu'un dans la classe, dans le commerce du coin, sur le banc du parc. Cette paranoïa collective soudait le village par la peur partagée. Pendant la guerre, cette vision de l'ennemi prit une dimension apocalyptique. Les soviétiques furent représentés comme des êtres sous-humains, capables de commettre des atrocités indescriptibles. Les médias rapportaient de manière dramatique des crimes supposés commis par les soldats de l'armée rouge pour générer la terreur psychologique. Dans le journal d'un soldat allemand du front de l'Est, on lit « Je ne les considère pas comme des hommes. Si nous ne les arrêtons pas, ils tueront nos femmes et nos enfants. Je ne me bats pas pour Hitler, je me bats pour que l'Allemagne ne disparaisse pas. » Cette phrase résume le succès du régime. L'ennemi n'était pas combattu par idéologie, mais pour la survie. Sur le front intérieur, la propagande expliquait chaque défaite comme le résultat d'une trahison ou d'une conspiration. Lorsque les bombes alliées dévastèrent des villes comme Hambourg et Dresde, de nombreux Allemands ne blâmèrent pas la stratégie militaire du Reich, mais la supposée méchanceté de l'ennemi. Les ruines ne provoquèrent pas de rejet de la guerre, mais confirmaient que le combat était contre des forces obscures déterminées à détruire l'Allemagne. Les mères qui perdaient leurs enfants lors des bombardements ne maudissaient pas le régime. Elles juraient que les sacrifices seraient vengés. Le régime renforça cette mentalité par des lois et des politiques concrètes. La législation raciale de Nuremberg n'était pas présentée comme une oppression, mais comme une défense du peuple. Les déportations massives furent dissimulées derrière des euphémismes tels que « réinstallation à l'Est ». Dans de nombreuses localités, lorsque les Juifs disparaissaient, les citoyens supposaient qu'ils avaient été envoyés travailler pour l'effort de guerre. Ils n'avaient pas besoin de preuves. La certitude morale, inculquée pendant des années, suffisait pour que l'ennemi soit neutralisé.
La vision de l'ennemi devint l'axe psychologique du régime. Peu importait si un Allemand était totalement convaincu par le nazisme, il suffisait qu'il soit convaincu du danger. La peur unifiait la nation autant que la fierté. Et tant que l'ennemi existait, la communauté se considérait moralement obligée de se battre. Chaque affiche, chaque discours, chaque film renforçait la même idée. L'Allemagne ne conquérait pas, elle se défendait. Elle n'exterminait pas, elle se protégeait. Elle n'agissait pas par haine, elle agissait par devoir. La vie quotidienne sous le Troisième Reich. Pour la majorité des citoyens allemands, la vie sous le Troisième Reich n'était pas perçue comme une dictature, mais comme une renaissance nationale. Le régime offrait emploi, stabilité et un sentiment d'appartenance qui avait disparu après la Première Guerre mondiale et les années chaotiques de la République de Weimar. Au fur et à mesure que des drapeaux avec la croix gammée pendaient sur chaque bâtiment, que des défilés occupaient les rues et que les radios diffusaient des discours exaltant les exploits du Führer, des millions d'Allemands ont commencé à expérimenter une réalité double, une vie quotidienne d'ordre et de prospérité apparente, et en même temps, une ombre constante de surveillance, de silence et de peur de l'invisible. À titre d'exemple, un témoignage réel raconte qu'un métallurgiste nommé Ernst sortait chaque matin de sa maison à Leipzig, fier de porter l'uniforme du Front allemand du travail. Avant le régime nazi, il était au chômage, sa famille frôlant la misère. Maintenant, non seulement il avait un emploi stable, mais il participait à des activités sociales organisées par l'État. Il recevait des billets pour le théâtre, des tickets pour des excursions et la possibilité d'acheter une voiture Volkswagen à de faibles mensualités. Il sentait que l'État se souciait de lui. Chaque fois qu'il passait devant une affiche du Führer, il levait les yeux avec une véritable reconnaissance. Pour Ernst, la dictature n'était pas vue comme une oppression, mais comme une prospérité partagée. Et ce n'était pas un cas isolé, cette opinion se répétait dans tous les salons allemands. À la maison, la radio était le centre de la vie familiale. Chaque soir, les voix du ministère de la Propagande rapportaient les progrès du pays, l'ouverture de nouvelles usines et des récoltes records. Les mères, comme Helga, écoutaient tout en préparant le dîner. Helga n'était pas militante politiquement, mais elle était reconnaissante que ses enfants aient des uniformes, du lait subventionné et une éducation gratuite. Elle savait qu'il était interdit d'écouter les stations étrangères, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Elle sentait que son devoir était de protéger le bien-être de sa famille en restant loyale au Führer. Les enfants grandissaient immergés dans l'idéal national-socialiste sans connaître d'autres réalités. Dès l'âge de 6 ans, ils faisaient partie de la jeunesse hitlérienne ou de la Ligue des jeunes filles allemandes. À l'école, les matières traditionnelles étaient imprégnées d'idéologie. En géographie, ils apprenaient que l'Allemagne devait s'étendre pour nourrir son peuple. En biologie, ils mémorisaient des graphiques montrant la supposée supériorité de la race aryenne. En éducation physique, ils couraient dans les champs en chantant des chansons du Reich. L'enfant allemand ne se sentait pas endoctriné. Il sentait qu'il découvrait sa place dans le monde. Les célébrations publiques renforçaient le sentiment d'unité. Le 1er mai, fête du travail, devint une fête nationale. Les villes se remplissaient de drapeaux, de fanfares et de discours exaltant l'harmonie entre ouvriers et patrons. Les anciennes tensions de classe disparaissaient sous la promesse de la Volksgemeinschaft. Dans les rues, des défilés aux torches illuminèrent la nuit, tandis que la foule chantait des hymnes nationalistes. La participation n'était pas obligatoire dans tous les cas, mais ne pas participer revenait à se déclarer dissident. Cependant, l'apparence d'harmonie était traversée par la peur. La Gestapo n'apparaissait pas fréquemment, son pouvoir résidait dans la rumeur. Le citoyen ne savait pas qui était informateur ni quel mot pouvait être considéré comme trahison. Les conversations dans les cafés baissaient de volume lorsqu'une personne s'approchait. Les plaisanteries politiques ont disparu de la vie publique. Un commentaire imprudent pouvait entraîner un interrogatoire, la prison ou la disparition. Pourtant, la majorité des Allemands ne sentaient pas qu'ils vivaient sous menace constante, car ils avaient appris à s'auto-censurer. Sur les marchés, les interactions semblèrent normales, mais étaient imprégnées de surveillance. Une femme pouvait être dénoncée pour ne pas avoir salué Heil Hitler en entrant dans un magasin. Un homme pouvait être arrêté pour avoir acheté dans un commerce juif après 1935. Personne n'avait besoin de voir la police. Le peuple lui-même était devenu le gardien de l'ordre. Les dénonciations étaient fréquentes, non par haine personnelle,
mais par conviction idéologique. On dénonçait le voisin non pour lui nuire, mais pour protéger la communauté. Entre-temps, la vie culturelle prospérait, bien que strictement contrôlée. Les concerts célébraient la musique de Beethoven comme expression de l'esprit allemand. Les pièces de théâtre représentaient des héros nordiques destinés à la gloire. Les films montraient des familles aryennes vivant en harmonie, tandis que l'ennemi, toujours représenté par un étranger ou un personnage corrompu, tentait de détruire cette pureté. Les salles de cinéma étaient pleines, non seulement pour le divertissement, mais par conviction spirituelle. La culture était devenue un véhicule de foi politique. À l'intérieur des foyers, la stabilité économique et la tranquillité apparente renforçaient l'idée que le régime était juste. Beaucoup de familles savaient, ou du moins pressentaient, que quelque chose se passait avec les Juifs, les opposants et les malades mentaux. Mais elles préféraient ne pas poser de questions. Les lettres des soldats depuis le front de l'Est mentionnaient des évacuations et des réinstallations, des termes ambigus que personne ne voulait déchiffrer. Une phrase récurrente dans les journaux intimes était « Tant que nous avons du pain et du travail, nous ne devons pas nous inquiéter de ces choses ». La stabilité domestique agissait comme un voile recouvrant la violence structurelle du régime. Les femmes allemandes ont connu une revalorisation sociale. L'État les exaltait comme mères de la nation. Elles recevaient des médailles pour avoir des enfants, un statut social pour appartenir à des organisations de soutien au parti et des avantages économiques si elles respectaient l'idéal maternel. En échange, elles renonçaient à des carrières professionnelles et à leur autonomie. Cependant, beaucoup acceptaient ce rôle avec fierté, convaincus qu'elles contribuaient à la grandeur du Reich. La religion cohabitait avec le nazisme de manière ambiguë. Certaines églises s'alignaient ouvertement sur le régime, affirmant que Hitler avait été envoyé par Dieu pour rétablir l'ordre. Dans les sermons du dimanche, on parlait du devoir chrétien d'obéir au gouvernement. Pour les fidèles, la vie ne semblait pas dominée par l'État, mais guidée par une volonté supérieure. La politique et la religion se sont fusionnées en un nouveau credo national. À la fin des années 30, avec le début de la guerre, la vie quotidienne se transforma, mais ne perdit pas son apparence de normalité. Les sirènes d'alerte, les couvre-feux obligatoires et les abris anti-aériens faisaient partie de la routine. Dans de nombreuses villes, les familles dînaient dans les caves tout en écoutant les discours du Führer à la radio. La destruction ne diminuait pas la foi dans le régime, elle la renforçait. Les bombardements étaient interprétés comme des preuves de la méchanceté de l'ennemi et du devoir de résister jusqu'au sacrifice ultime. Lorsque les soldats revenaient en permission, ils étaient accueillis en héros. On leur offrait de la bière, des danses et du repos. Dans les petites villes, l'arrivée d'un soldat blessé était un motif de fierté communautaire. Personne ne demandait ce qu'ils avaient vu ou fait au front. Le besoin de maintenir l'illusion de pureté nationale empêchait toute réflexion critique. Un soldat qui doutait était un danger. Un soldat qui se taisait était un patriote. Pour des millions d'Allemands, la vie sous le Troisième Reich était un mélange de privilèges, de routine, de silence et de foi. Tandis que le régime leur offrait une stabilité matérielle et un sentiment d'importance historique, ils offraient loyauté, obéissance et renoncement volontaire au doute. La dictature ne s'est pas imposée uniquement par la violence. Elle s'est maintenue grâce à la complicité émotionnelle d'un peuple qui choisissait de ne pas voir ce qui se passait au-delà de sa propre porte. La guerre comme devoir patriotique. Dans la nuit du 1er septembre 1939, lorsque les premiers projectiles allemands ont franchi la frontière polonaise, des millions de citoyens du Reich ne ressentaient pas le début d'une guerre de conquête, mais l'accomplissement d'un destin longtemps annoncé. La radio informait que des unités polonaises avaient attaqué le territoire allemand, que l'Allemagne était obligée de défendre son honneur. De nombreuses familles se rassemblèrent devant leurs récepteurs dans un silence révérencieux. Les mots du Führer résonnaient comme un mandat sacré. Il ne s'agissait pas d'envahir, mais de restaurer la dignité nationale. Pour le peuple allemand, la guerre n'était pas un acte politique, mais un devoir patriotique, une épreuve historique qui confirmerait leur droit à exister dans le monde en tant que puissance souveraine. L'enthousiasme initial était sincère. Dans les villes et villages, les rues se remplirent de défilés. Les jeunes marchèrent vêtus d'uniformes impeccables, souriants, avec des fleurs sur les fusils. Les femmes les saluaient avec fierté, non avec douleur. Des mères comme Ilse Hoffmann, dont le témoignage figure dans les archives de l'époque, disaient « Je préfère le voir partir comme soldat allemand que le voir vivre sans honneur.
Cette phrase, répétée dans des milliers de foyers, révélait l'état émotionnel du pays. La guerre n'était pas une tragédie, c'était une consécration. Les premiers bulletins de guerre arrivant du front renforçaient cette conviction. La rapide défaite de la Pologne était présentée comme une libération des Allemands ethniques opprimés. L'invasion de la France en 1940, loin d'être perçue comme une agression, fut interprétée comme la rectification d'injustices historiques. Les soldats allemands traversaient rivières et champs convaincus qu'ils réparèrent le monde. Les lettres du front, examinées par la censure militaire, montraient cette perception. Un caporal écrivait « Je ne combats pas pour moi. Je combats pour tous ceux qui viendront après. Chaque pas que nous faisons est pour assurer l'avenir de l'Allemagne. » Le devoir patriotique ne venait pas de la contrainte, mais d'une conviction morale inculquée depuis l'enfance. Dans les villes, l'effort de guerre était vécu comme une mission partagée. Les usines fonctionnaient jour et nuit. Les affiches proclamaient « Chaque vice est un tir contre l'ennemi ». Les femmes entraient dans l'industrie avec le même ardeur que les soldats au front. Les ménagères livraient des casseroles en cuivre pour les fondre en munitions. Les enfants collectaient le métal et le papier pour l'armée. Chaque acte quotidien était chargé de sens patriotique. La vie civile cessa d'être civile. Elle devint une extension du front. Les soldats, pour leur part, vivaient la guerre comme une expérience entre camaraderie et transcendance. Dans les premiers mois, les unités avancèrent rapidement, recevant des lettres d'admiration de leur ville natale. Dans leur sac à dos, beaucoup portaient Mein Kampf comme texte spirituel. Pendant les nuits dans les camps, on parlait de étendre l'espace vital du peuple allemand, d'assurer des terres et des ressources pour les générations futures. Les jeunes ne rêvaient pas de revenir rapidement pour reprendre leur vie. Ils rêvaient de laisser leur nom gravé dans l'histoire du Reich. La propagande renforçait cette vision. Les journaux télévisés montraient des soldats traversant des villes européennes sous les acclamations de la population, cachant toute résistance. Les journaux publiaient des photos de soldats partageant du pain avec des enfants blonds dans des villages nouvellement occupés, présentant la guerre comme un acte civilisateur. Même les bombardements étaient célébrés comme des frappes chirurgicales contre les ennemis du peuple. Chaque victoire était attribuée à la foi dans le Führer et à la force spirituelle de la communauté du peuple. Au fur et à mesure que les campagnes s'étendaient vers l'Est, la guerre prenait un ton idéologique absolu. L'invasion de l'Union soviétique en 1941 était présentée comme une croisade contre le bolchevisme. Les soldats recevaient des tracts expliquant qu'ils ne faisaient pas face à une armée, mais à une horde inhumaine déterminée à détruire l'Europe. Le soldat allemand se voyait comme une barrière entre la civilisation et la barbarie. Dans leurs journaux personnels, beaucoup écrivaient qu'ils ne se battaient pas pour leur propre vie, mais pour la survie du continent. Pendant ce temps, à la maison, la guerre continuait d'être racontée comme un devoir partagé. Les femmes recevaient des lettres annonçant la mort de leur mari, accompagnées de diplômes signés par Hitler disant « Votre mari a donné sa vie pour que l'Allemagne vive ». Les mères accrochaient ces notifications dans le salon principal, non comme signe de deuil, mais comme symbole d'honneur. La mort cessait d'être une tragédie privée et devenait un sacrifice public. Lorsque les premiers revers sont arrivés, le devoir patriotique s'est transformé en ferveur défensive. Après la défaite de Stalingrad en 1943, l'État n'a pas informé le peuple d'un retrait, mais d'un sacrifice héroïque. On parlait des soldats tombés comme des gardiens éternels de l'Est. Au lieu de semer le doute, le désastre renforçait l'idée que l'ennemi était implacable et que la guerre était désormais une lutte pour l'existence même. Dans les usines, les femmes répétaient que chaque balle produite pouvait venger un fils ou un mari perdu. À l'école, les enfants étaient instruits aux tactiques défensives avec des bâtons et des grenades factices. La guerre n'était plus un espoir de gloire, mais un bouclier contre l'annihilation. La guerre pénétrait dans l'intimité des foyers. Les familles dînaient avec des cartes sur la table, marquant les positions des troupes. Chaque bulletin radio était écouté avec tension. Il n'y avait pas d'échappatoire émotionnel. Le front était dans chaque salon. Les civils vivaient le conflit comme des soldats, convaincus que le destin du Reich dépendait de leur sacrifice. Même lorsque les bombardements alliés détruisaient des quartiers entiers, de nombreux Allemands affirmaient que la douleur était la preuve qu'ils avaient raison. Un vieil homme racontait «
Je préfère voir brûler ma maison que de voir toute l'Allemagne brûler dans la honte. Dans les derniers mois de la guerre, lorsque l'effondrement était imminent, le devoir patriotique a atteint sa forme la plus radicale. Des enfants de 14 ans ont été envoyés au front avec des lance-grenades anti-chars. Des femmes de plus de 60 ans creusaient des tranchées. Des fonctionnaires civils établissaient des comités de défense locale. On ne se battait plus pour le Führer, mais pour éviter le chaos. L'État avait convaincu beaucoup que la défaite signifierait la fin de l'Allemagne en tant que nation. Jusqu'au dernier jour, lorsque les troupes soviétiques entraient à Berlin, certains citoyens accrochaient des affiches peintes à la main disant « Résister, c'est vivre ». La guerre, qui avait commencé comme une promesse de grandeur, s'était terminée en devoir existentiel. Pour des millions d'Allemands, ce n'était pas une campagne militaire, mais une bataille spirituelle menée au nom d'un peuple qui croyait défendre non seulement son territoire, mais aussi sa place dans l'histoire et dans le monde. La connaissance de l'Holocauste. Lorsque les premiers Juifs ont commencé à disparaître des quartiers allemands, il n'y eut ni annonces officielles, ni adieux publics. Les volets se levèrent fermés le matin, les commerces étaient clos, les meubles empilés dans les rues. Il ne s'agissait pas d'arrestations bruyantes, mais d'absences silencieuses. La propagande parlait de réinstallation à l'Est et de travail pour l'effort de guerre. Des millions d'Allemands entendirent ces mots sans en demander davantage. Pour beaucoup, il n'était pas nécessaire d'en savoir plus. L'État agissait et le peuple faisait confiance. L'inconnu n'était pas un mystère à résoudre, mais un fardeau moral à maintenir à distance. Les déportations étaient visibles. Des trains partaient des gares centrales, chargés d'hommes, de femmes et d'enfants. Les voisins voyaient les Juifs marcher vers les wagons escortés par la police allemande ou par les SS. Dans certaines villes, des foules se rassemblaient en silence. Il n'y avait ni cris ni protestations, pas non plus de célébration, juste une acceptation tendue. Le silence ne signifiait pas ignorance, il signifiait consentement passif. Dans des lettres interceptées par la censure, un civil écrivait « On les envoie travailler là où ces gens doivent être. Mieux vaut n'en pas parler. » La phrase résume une attitude générale, savoir sans reconnaître, accepter sans participer, regarder sans voir. L'idée que les Juifs n'étaient pas assassinés mais réimplantés constituait un élément central de la narration officielle. Mais en même temps, des rumeurs circulaient. Des soldats en permission parlaient d'exécutions massives en Pologne, de fosses communes près de Minsk, de trains revenant vides. Certains parlaient à voix basse, d'autres se taisaient brusquement en remarquant des regards étrangers. Dans les tavernes, on commentait que les Juifs ne reviendront pas. Pourtant, la plupart de ceux qui entendèrent ces rumeurs n'en discutèrent pas. Il n'était pas prudent de poser des questions. La peur de la Gestapo se mêlait à la conviction idéologique que le destin du peuple allemand exigeait des mesures extrêmes. Dans les villages proches des camps de concentration, la vérité était impossible à ignorer. Les fours travaillaient la nuit et des colonnes de fumée se dégageaient constamment. L'odeur de chair brûlée imprégnait l'air. Les civils voyaient des colonnes de prisonniers marcher vers le camp et ne les revoyaient plus. Certains agriculteurs racontaient qu'ils trouvaient des cendres dans les champs voisins après le vent. Des trains chargés de vêtements confisqués arrivaient régulièrement dans des entrepôts d'État. Les preuves visuelles étaient présentes, mais l'esprit du citoyen allemand avait été entraîné à traduire l'évidence en récits justifiants. Ces prisonniers étaient des ennemis de l'État, c'était une guerre pour la survie. L'ennemi devait être éliminé pour que le peuple puisse vivre. La connaissance de l'Holocauste n'était pas binaire. Il ne s'agissait pas de savoir ou de ne pas savoir, mais d'accepter différents niveaux de compréhension morale. Il y avait ceux qui savaient clairement et soutenaient activement, convaincus que l'élimination du Juif était nécessaire. Il y avait ceux qui soupçonnaient, percevaient des indices, entendaient des rumeurs, et bien qu'une partie de leur conscience fût troublée, ils choisissaient de la faire taire pour ne pas s'opposer au destin du peuple. Et il y avait même ceux qui ne voulaient pas savoir. La phrase « Si c'est pour le bien de l'Allemagne, je n'ai pas besoin de détails » apparaît dans de nombreux journaux personnels. Les médias renforçaient cette attitude. La propagande représentait les Juifs comme porteurs de maladies, les comparant à des fléaux ou à des parasites. On affirmait que, comme le paysan élimine les rats pour protéger le grain, l'État devait éliminer ceux qui menaçaient la vie du peuple. Cette analogie biologique transforma le meurtre de masse en un acte hygiénique. Ce n'était pas une atrocité, c'était un traitement.
Lorsqu'on entendait parler d'actions spéciales à l'Est, beaucoup d'Allemands ne pensaient pas à des exécutions ni à des chambres à gaz, mais à des mesures sanitaires. Le langage avait déshumanisé l'ennemi avant de l'éliminer physiquement. Dans les trains, des cheminots voyaient des wagons scellés chargés de familles entières. Certains entendaient des cris venant de l'intérieur. Ils savaient que le destin était fatal, mais n'en parlèrent pas. Le devoir patriotique était d'obéir. Dans des témoignages ultérieurs, de nombreux cheminots dirent qu'ils ne sentaient pas qu'ils transportaient des personnes, mais une cargaison d'État. Le processus de déshumanisation n'affecta pas seulement la perception, mais aussi le langage quotidien. Les Juifs n'étaient pas vus comme des citoyens déportés, mais comme une catégorie administrative qu'il fallait supprimer du tissu national. Certains civils furent invités à assister à des exécutions publiques à l'Est. Des officiers SS montraient des fosses communes à des délégations civiles pour démontrer la puissance du Reich. Ces scènes ne suscitaient pas l'horreur, mais l'obéissance. Certains spectateurs pleuraient, non pas pour les victimes, mais sous le poids moral de la mission allemande. La conviction que l'ennemi constituait une menace mortelle justifiait tout acte. La logique était claire. S'il ne disparaissait pas, l'Allemagne disparaîtrait. Avec l'avancée de la guerre, les rumeurs se sont transformées en connaissances. Les nouvelles des massacres parvenaient au foyer par les soldats en permission. Certains soldats racontaient qu'ils avaient tiré sur des femmes et des enfants. D'autres parlaient de trains arrivant dans des camps où les prisonniers étaient déshabillés et conduits dans des douches d'où personne ne sortait vivant. Dans de nombreuses lettres, les soldats tentaient de justifier leurs actions en disant qu'ils exécutaient des ordres supérieurs, que l'ennemi ne méritait pas de pitié ou qu'il s'agissait d'une guerre différente. Les familles recevaient ces lettres et les gardaient en silence. Personne ne dénonçait. Personne ne questionnait. Vers 1943, avec la guerre devenant défavorable à l'Allemagne, des histoires de vengeance alliée ont commencé à circuler. On disait que si l'Allemagne perdait, les Juifs et les Soviétiques détruiseraient sans pitié la nation allemande. Cette peur a renforcé l'acceptation de l'extermination comme acte préventif. Même ceux qui commençaient à comprendre l'ampleur de ce qui se passait préféraient que le régime poursuive la guerre plutôt que d'affronter des représailles. L'Holocauste, pour beaucoup, est devenu la raison pour laquelle la guerre ne pouvait pas se terminer par une reddition. À l'intérieur du Reich, les biens confisqués aux Juifs étaient répartis parmi la population. Vêtements, meubles, bijoux, livres et œuvres d'art apparaissaient dans les magasins d'État. Les familles achetaient ces biens à bas prix. Elles ne demandèrent pas d'où ils venaient. Le régime ne cachait pas l'origine. Les biens faisaient partie de l'effort du peuple. Ainsi, la population allemande a été bénéficiaire directe du processus d'extermination. Le pillage n'était pas perçu comme un vol, mais comme une justice historique. Lorsque les camps de concentration ont commencé à être libérés par les Alliés en 1944 et 1945, de nombreux civils proches ont été obligés de marcher parmi les cadavres. Certains ont affirmé qu'ils n'avaient jamais su ce qui se passait. D'autres baissèrent le regard. Les rapports alliés mentionnent des paysans qui, en voyant les corps, murmuraient « Si le Führer l'a ordonné, il devait avoir ses raisons ». L'impact émotionnel du front oriental. Lorsque l'armée allemande a franchi la frontière de l'Union soviétique le 22 juin 1941, des millions de soldats étaient convaincus qu'ils marchaient vers une victoire inévitable. La propagande avait présenté l'opération Barbarossa comme une croisade pour libérer l'Europe du bolchevisme. Beaucoup de soldats croyaient qu'ils rentreraient chez eux avant l'hiver. Cependant, le front oriental n'offrait pas de gloire, mais une réalité qui détruirait à jamais la perception héroïque de la guerre. Le vaste territoire, le climat extrême, la férocité de l'ennemi soviétique et la brutalité des ordres reçus transformèrent l'expérience militaire en une lutte pour la survie physique et psychologique. Les premières semaines furent marquées par des avancées rapides. Des villages brûlaient, des colonnes entières de l'armée rouge étaient encerclées. Mais très vite, la guerre prit un caractère différent. Les soldats allemands commencèrent à trouver des villages incendiés par leurs propres habitants avant de se retirer, des puits empoisonnés, des animaux sacrifiés pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des Allemands. L'ennemi refusait de se rendre. La propagande avait représenté le soviétique comme un être primitif et faible. Mais sur le front oriental, les soldats découvrirent un adversaire prêt à se battre jusqu'à la mort.
L'idée d'une campagne rapide s'effondra face à une résistance qui ne répondait pas aux logiques militaires traditionnelles, mais à une haine viscérale alimentée par le désir de survivre à tout prix. L'hiver 1941 marqua la transformation émotionnelle définitive. Les températures descendirent en dessous de -30 degrés. Les moteurs des chars gelaient, les fusils ne tirèrent pas, les soldats perdèrent des doigts à cause du gel en dormant dans des tranchées improvisées. Dans des lettres censurées envoyées à leurs familles, beaucoup écrivaient à propos de camarades qui mouraient en dormant. Un soldat nota « Le silence du front n'est pas la paix, c'est la mort qui attend ». Les unités commencèrent à subir un effondrement interne. On ne parlait plus de victoire mais de résistance. La nature devint ennemie autant que l'armée soviétique. Dans les forêts, les partisans tendent des embuscades aux convois allemands. On entendait des coups de feu isolés pendant la nuit. Les routes devenaient des pièges. Les soldats commencèrent à se sentir encerclés même dans les territoires officiellement occupés. La sensation de contrôle disparut. La guerre cessa d'être une campagne d'expansion pour devenir une expérience de peur constante. L'ennemi était partout, même parmi les civils qui souriaient le jour et tiraient la nuit. L'effondrement émotionnel s'est intensifié à cause des ordres reçus. Les soldats ne combattaient pas seulement l'armée soviétique, mais participaient également à des exécutions massives de juifs et de commissaires communistes. Certains le faisaient convaincus de leur devoir idéologique, d'autres par peur de désobéir. Mais tous portèrent le poids de ce qu'ils observaient. Dans les journaux personnels retrouvés après la guerre, de nombreux soldats décrivaient des scènes de fosses communes, de camions déchargeant des femmes et des enfants. Un capitaine écrivit « Je ne peux pas dormir, je ne crois plus en rien, mais je continue d'obéir. » La guerre, qui avait commencé comme une mission sacrée, est devenue une descente dans la déshumanisation. Chaque refus soviétique de se rendre renforçait la dureté allemande. Les batailles se transformaient en massacres mutuels. Les soldats ont commencé à percevoir la guerre comme une lutte pour l'existence. On ne combattait pas pour conquérir, mais pour éviter d'être détruit. Lorsque l'armée rouge lança sa contre-offensive à l'hiver 1941, le mythe de l'invincibilité allemande disparut. Les soldats se repliaient vers l'ouest sous le feu ennemi, laissant derrière eux des milliers de cadavres gelés. Des détachements entiers furent anéantis. Les pertes n'étaient plus des chiffres, mais des camarades dont les corps restaient abandonnés dans la neige, lentement recouverts par le vent glacé. L'arrivée de nouvelles troupes venues d'Allemagne montra un contraste brutal. Les jeunes recrues, arrivant optimistes, rencontraient des vétérans silencieux, au regard vide. On ne parlait plus du Führer pendant les nuits dans les bunkers. Il n'y avait ni chansons ni discours. Il y avait le silence. Les soldats les plus anciens évitaient de parler des combats. La guerre brisait les esprits avant de briser les corps. Certains commencèrent à écrire des lettres qu'ils n'envoyèrent jamais, relatant la vérité qu'ils savaient interdite. On ne se battait pas pour la patrie, mais pour survivre un jour de plus. Avec le temps, la perception de l'ennemi changea. Le soviétique cessa d'être un être inférieur pour devenir une force implacable. Dans les combats au corps à corps à Stalingrad, les Allemands se battaient pièce par pièce à la baïonnette. Le front oriental se réduisit à quelques mètres de territoire disputé, où chaque mur brisé était une tombe potentielle. Les rues étaient couvertes de corps gelés, les bâtiments transformés en squelettes noirs. La ville devint un symbole de souffrance mutuelle. Aucun des deux camps ne reculait. Chaque soldat allemand à Stalingrad comprit qu'il ne combattait plus pour la victoire, mais pour ne pas mourir abandonné dans un sous-sol glacé. L'armée allemande, habituée aux avancées rapides, dut affronter une réalité inconnue, la défaite prolongée. Les unités étaient encerclées, sans munitions ni nourriture. Les soldats se nourrissaient de chevaux morts, des semelles de leurs bottes. Certains récits décrivent des soldats qui ramassaient de la neige mélangée à du sang pour la faire fondre et la boire. La guerre avait perdu tout but stratégique ou idéologique. Elle était devenue une épreuve personnelle de résistance face au néant. Les soldats qui parvenaient à rentrer en Allemagne en permission ne reconnaissaient pas leur maison. La chaleur des poêles, la tranquillité des rues et les sourires des enfants leur semblaient étrangers. Dans de nombreuses familles, les vétérans restaient silencieux pendant les repas, incapables de raconter ce qu'ils avaient vu. Les mères évitaient de poser des questions. Le front oriental n'était pas un récit glorieux,
C'était un vide spirituel qui marquait à jamais ceux qui le traversaient. La guerre avait cessé d'être un devoir patriotique et était devenue une plaie ouverte dans l'âme allemande. À mesure que l'armée rouge avançait sur le territoire allemand, la peur se transformait en désespoir. Les soldats savaient que l'ennemi ne ferait preuve d'aucune pitié. De nombreuses unités combattaient non par obéissance idéologique, mais par peur des représailles. Le front oriental n'a pas seulement détruit les corps, il a détruit la foi même dans la guerre. Elle avait commencé comme une croisade idéologique et s'est terminée comme un cauchemar collectif où chaque jour de vie était une victoire personnelle contre l'abîme. La foi aveugle face à l'effondrement. Au début de 1944, alors que les armées alliées avançaient inexorablement depuis l'ouest et que l'armée rouge frappait depuis l'est, la population allemande commença à faire face à une profonde contradiction émotionnelle. Les villes brûlaient sous les bombardements. Les trains remplis de blessés arrivaient sans cesse. Les champs de bataille engloutissaient des divisions entières. Cependant, au lieu de se rendre à l'évidence de l'effondrement, de nombreux Allemands s'accrochèrent encore plus fermement à la croyance que le Führer avait un plan secret, qu'une arme miracle changerait le cours de la guerre. Cet espoir ne venait pas de la raison, mais d'un besoin intérieur de ne pas accepter que tous les sacrifices, morts, ruines et sang versés, aient été vains. Dans les discours diffusés à la radio, Adolf Hitler assurait que l'Allemagne se trouvait au bord d'un tournant décisif. Il parlait de nouvelles technologies, de fusées capables de détruire Londres en quelques minutes, d'avions à réaction invincible. Chaque mot était soigneusement conçu pour maintenir le fanatisme. Joseph Goebbels renforçait ce récit par son appel à la guerre totale, proclamant que seuls ceux prêts à se sacrifier sans réserve méritaient de survivre dans l'histoire. Les émissions radio se terminaient par la phrase « La victoire sera nôtre », même lorsqu'il n'y avait plus assez d'armées pour défendre les frontières. Dans les usines, les ouvriers écoutaient ces messages tandis que les bombardements faisaient trembler les murs. Certains récits mentionnent des travailleurs levant la tête avec détermination lorsque les armes V2 étaient évoquées, comme si la science allemande était la manifestation tangible du destin national. Dans les rues, des tracts proclamaient « Si nous résistons un peu plus, le monde verra la force du génie allemand ». La propagande ne niait ni les bombardements ni les défaites, mais les présentait comme faisant partie du processus avant le renouveau final. C'était le dernier acte de foi d'un peuple qui ne luttait plus pour conquérir, mais pour ne pas tomber dans l'obscurité. Beaucoup de civils craignaient ce qui se passerait si l'Allemagne se rendait. Les rumeurs sur les représailles soviétiques alimentaient une peur collective. Dans les villages proches du front ouest circulaient des histoires de villages rasés et de femmes violées. Ces nouvelles ne diminuaient pas la foi en la victoire. Elles l'intensifiaient. Pour des millions d'Allemands, se rendre n'était pas une option, non par loyauté idéologique, mais par peur de l'extermination. La guerre n'était plus menée pour Hitler ni pour le Reich, mais pour la survie personnelle. La propagande sut exploiter cette peur, assurant que seule la victoire ou la mort pouvait garantir la préservation du peuple. Dans les derniers mois de la guerre, le Volkssturm a été formé, une milice composée d'enfants de 14 ans et de vieillards de 60 ans. On leur a remis des fusils obsolètes, des bazookas défectueux et des promesses de gloire. Certains de ces enfants, comme Hans Krebs de Berlin, marchaient convaincus qu'ils seraient témoins du miracle final. Les instructeurs leur disaient que le Führer possédait une arme secrète capable d'anéantir les armées alliées en quelques jours. La foi dans le Führer ne s'affaiblit pas avec la défaite. Dans certains secteurs, elle se transforma en un fervent apocalyptique. L'idée que le sacrifice ultime scellerait la grandeur allemande pénétra dans les discours publics et dans les foyers. Pendant ce temps, dans les abris anti-aériens, des familles entières priaient pour une intervention divine. Certains croyaient que Hitler était un instrument de Dieu. D'autres le voyaient comme un homme destiné à souffrir pour sauver son peuple. Même lorsque les discours devenaient incohérents et que la voix du Führer tremblait à la radio, la croyance persistait. Dans un journal écrit durant les derniers jours de Berlin, une femme nota « Si nous tombons, nous tomberons au moins en combattant. Le Führer ne nous abandonnera pas. L'Allemagne renaîtra de nos ruines. » Cette phrase reflétait un état d'esprit répandu. Accepter la défaite équivalait à trahir le sens de l'histoire allemande. Les SS maintenaient le fanatisme avec brutalité. Les officiers exécutaient tout soldat parlant de reddition. Dans les villages,
La Gestapo affichait des pancartes avec les noms des traîtres défaitistes. Des familles entières pouvaient être fusillées pour avoir écouté des radios étrangères ou exprimé des doutes sur la victoire. La foi n'était plus volontaire, elle était obligatoire. Cependant, beaucoup croyaient sincèrement. Le fanatisme se mêlait à la terreur, générant une dévotion désespérée. Croire devint la seule manière de supporter l'intolérable. Hitler, retranché dans son bunker, continuait d'émettre des ordres à des unités qui n'existaient plus. Les cartes de situation militaire devenaient des symboles d'une réalité parallèle. Les généraux l'informaient qu'il ne restait plus de divisions disponibles, ni de carburant, ni de troupes. Hitler répondait que la victoire dépendait de la foi, pas des ressources. À l'intérieur du Reich, les radios répétaient que l'ennemi sera repoussé aux portes de Berlin. Alors que les bombes tombaient sur la capitale, la voix du Führer continuait de parler d'une contre-attaque finale. Pour de nombreux Allemands, la chute inévitable ne produisit pas de clarté, mais davantage d'obscurité. L'idée de l'effondrement total devint une épreuve spirituelle. Certains civils écrivaient que si le Reich devait périr, alors le monde ne méritait pas d'exister. Cette mentalité amena beaucoup à détruire leurs propres maisons avant qu'elles ne tombent entre les mains de l'ennemi. L'incendie de villes entières n'était pas considéré comme une défaite, mais comme un acte de purification. La foi en la victoire se transforma en foi dans le sacrifice. Dans les derniers jours de la guerre, avec l'ennemi déjà dans les rues de Berlin, il y avait encore des citoyens qui brandissaient des drapeaux du Reich au-dessus de ruines fumantes. Ils ne le faisaient pas pour intimider l'ennemi, mais pour affirmer leur identité face au chaos. Dans certains quartiers, on entendait des voix crier « Le Führer vit !» alors que sa mort avait déjà été confirmée. La foi n'avait pas disparu, elle était devenue délire. Le peuple allemand ne se rendit pas intellectuellement. Il se rendit physiquement lorsqu'il ne restait plus d'armes, de maisons, de villes ni de routes. La foi ne fut pas vaincue par l'épreuve, mais par l'impossibilité de continuer à respirer sous les décombres. La denazificazione e le sentimenti di culpabilità collettive. A maggio del 1945, quando i colpi cessarono finalmente, la Germania smise di esistere come nazione e divenne una rovina morale e materiale. Le città erano scheletri di pietra, le strade erano piene di rifugiati, i soldati sconfitti camminavano senza meta. Nei volti della popolazione non c'era rabbia né sollievo, solo una profonda confusione. Per anni avevano creduto nella vittoria, nel Führer, nel destino storico del popolo tedesco. Improvvisamente tutto crollò. Il silenzio che seguì fu così travolgente che molti non capivano se la guerra fosse finita o se semplicemente il mondo si fosse fermato. Quando le truppe alleate iniziarono a liberare i campi di concentramento, i civili tedeschi furono costretti a vedere ciò che il loro governo aveva nascosto o ciò che avevano deciso di non guardare. Nelle città vicine a Dachau, Buchenwald o Bergen-Belsen, gli ufficiali americani e britannici radunavano i vicini e li facevano camminare tra i corpi ammassati. Alcuni si coprivano il volto, altri piangevano. Una donna di Weimar gridò: «Non sapevamo nulla di questo», mentre i soldati la costringevano a continuare a camminare. Le fotografie di quei percorsi mostrano volti stupiti, ma anche sguardi vuoti. L'orrore non si elaborava come colpa, ma come incredulità. Il mito del popolo innocente cominciava a costruirsi in quel preciso istante. I processi di Norimberga iniziarono pochi mesi dopo. Per la prima volta, i leader di uno Stato venivano giudicati non per tradimento o sconfitta, ma per crimini contro l'umanità. Nelle strade tedesche i processi venivano osservati con una miscela di distanza e stanchezza. Molti ritenevano si trattasse di una giustizia dei vincitori. Altri, incapaci di accettare l'entità del crimine, preferivano vedere gli accusati come vittime del destino. Nelle lettere e nei diari dell'epoca si ripeteva un'idea: anche noi abbiamo sofferto. Questa frase divenne un muro emotivo che impediva di riconoscere la responsabilità collettiva. L'intera Germania era stata bombardata, milioni di civili erano morti, intere città erano scomparse. La propria sofferenza serviva come rifugio contro la colpa. La denazificazione iniziò immediatamente. Ogni cittadino doveva compilare un modulo in cui gli si chiedeva se avesse fatto parte del partito, delle SS o di una qualsiasi delle loro organizzazioni. Gli interrogatori si moltiplicarono. Chi aveva ricoperto cariche pubbliche fu destituito.
Migliaia di insegnanti, poliziotti e funzionari furono allontanati dai loro incarichi. Le fabbriche cambiarono mano, i libri furono censurati, i simboli vietati. Tuttavia, il processo fu diseguale. Nelle zone occidentali, americani e britannici, scoprirono presto che la ricostruzione del paese richiedeva gli stessi tecnici, ingegneri e amministratori che avevano servito il regime. In pochi anni, molti ex membri del partito tornarono discretamente a ricoprire incarichi nell'amministrazione e nell'industria. Il nazismo scomparve dalle divise, ma non dalle biografie. La colpa collettiva divenne un tema tabù. Nei caffè nessuno parlava del passato. Le conversazioni ruotavano attorno al cibo, alla scarsità, alla ricostruzione. I bambini chiedevano dei loro genitori scomparsi e ricevevano risposte evasive. Le rovine erano troppo visibili per parlarne. Nelle chiese, i sermoni chiedevano perdono, ma senza indicare colpevoli. Nelle case la guerra veniva ricordata solo come sofferenza condivisa. Le madri parlavano dei bombardamenti, dei figli morti, della fame. I campi di concentramento erano raramente menzionati. La frase «nessuno sapeva nulla» divenne il mantra nazionale. Dans la zone soviétique, la dénazification a pris une forme plus brutale. Les purges étaient systématiques et les humiliations publiques courantes. Des milliers d'Allemands ont été envoyés dans des camps de travail. La propagande soviétique ne cherchait pas la réflexion, mais le châtiment. À l'Est, la culpabilité n'était pas intériorisée. Elle était imposée par la force. À l'Ouest, en revanche, l'occupation alliée misait sur la rééducation. Des films documentaires montraient les crimes nazis dans les cinémas. Les élèves devaient lire les témoignages des victimes. Les journaux parlaient de l'erreur morale du peuple allemand. Mais l'impact était limité. La plupart regardèrent ces images avec horreur, mais sans lien personnel. Les crimes appartenaient à d'autres, à eux, aux dirigeants qui avaient manipulé un peuple innocent. La reconstruction économique effaçait lentement la mémoire. Avec le plan Marshall et la création de la République fédérale d'Allemagne, la priorité cessa d'être le passé et devint l'avenir. Les Allemands voulaient redevenir vivants, manger, travailler et, si possible, oublier. Dans les années 50, les procès furent réduits, les coupables furent libérés pour bonne conduite, et le pays s'immergea dans une reconstruction morale basée sur le silence. La mémoire collective se réécrivit autour de l'idée de souffrance mutuelle. L'Allemagne victime de la guerre autant que n'importe quelle autre nation. Dans ce contexte de négation, surgirent les premières voix dissidentes. Des intellectuels comme Karl Jaspers et Theodor Adorno commencèrent à parler de la culpabilité morale du peuple allemand, non pas comme responsabilité pénale, mais comme dette spirituelle. Jaspers affirmait que même celui qui n'avait pas participé directement au crime était coupable d'avoir accepté de vivre sous un régime qui les commettait. Ces paroles rencontrèrent de la résistance. La majorité n'était pas prête à accepter ce fardeau. La génération qui avait survécu au régime voyait le passé comme un cauchemar étranger, quelque chose imposé par les vainqueurs. Cependant, les jeunes nés après la guerre commencèrent à poser des questions. Dans les années 60, alors que l'Allemagne avait retrouvé sa stabilité économique, un nouveau conflit générationnel apparut. Les enfants interrogèrent leurs parents sur ce qu'ils avaient fait entre 1933 et 1945. Beaucoup découvrirent que leurs enseignants, leurs médecins ou leurs mères avaient été nazis. Les photos de famille cachaient des uniformes, des insignes, des serments. À ce moment-là, le pays commença à se regarder dans le miroir. La culpabilité cessa d'être abstraite et devint une histoire personnelle. La dénazification n'a jamais été totale, mais elle transforma lentement la conscience allemande. La génération qui avait marché sous les drapeaux du Reich termina sa vie dans le silence entre nostalgie et honte. Leurs enfants grandirent parmi des ruines reconstruites et des vérités fragmentées. Dans les années suivantes, l'Allemagne devint le symbole d'une paradoxale histoire. Un peuple qui atteignit le plus haut degré d'obéissance et, ensuite, l'examen moral le plus profond de sa propre identité. Quand les dernières ruines furent retirées et que les nouveaux bâtiments commencèrent à couvrir les cicatrices du pays, le passé ne disparut pas. Il resta sous la terre, invisible, attendant d'être rappelé.